Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Tête à Clash. Alors, 4 invités, Charles-Henri Jamin, Tariq Dali et Philippe Chevrier, et un nouveau qui s'appelle Francis Bergeron et qui est le gérant du journal Présent, journal qui doit s'afficher quelque part sur votre écran, c'est le nouveau numéro. Et 3 sujets. Alors, le premier sujet, c'est le pass sanitaire. Est-ce qu'on est menacé d'un pass sanitaire à vie ? Le deuxième sujet, c'est l'état des lieux de la gauche. En tout cas, ce qu'il en reste. Mais ça vaut quand même la peine d'être abordé. Et le troisième sujet, c'est la justice. Est-ce que vous avez confiance en la justice ? Il y a un beau veau de la justice qui commence, ou qui a été lancé par le président de la République il y a quelques jours. On va revenir là-dessus. Et on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Premier sujet. Alors, le gouvernement veut prolonger le pass sanitaire de 8 mois. Autrement dit, aller jusqu'au 31 juillet 2022, enjambant par là même la présidentielle et les législatives. Est-ce que ça annonce un pass sanitaire à vie ? Autrement dit, on devra sortir l'Ausweis à chaque fois. Voilà, je vais céder la parole à Tariq Dali. Je suis effectivement extrêmement inquiet. Je suis inquiet d'abord parce que nous sommes face à un pouvoir politique qui ne cesse de restreindre les libertés. Mais le problème aussi, c'est que ce pouvoir politique ne rencontre pas d'opposition. Il ne rencontre pas d'opposition politique. Au Parlement, ça a été mou depuis 2 ans. Mais surtout, c'est dans la population. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire peur, à terrifier une bonne partie de la population française, qui fait qu'elle accepte des choses qui sont inacceptables. Imaginez-vous, il y a 2 ans, 2 ans et demi, qu'on dise que pendant 3 mois, vous resterez enfermés chez vous. Ensuite, pendant quasiment 1 an, les restaurants, les bistrots seront fermés, vous ne pourrez plus prendre l'avion. Et puis maintenant que les restaurants et les bistrots sont fermés, on vous demande un passeport intérieur de style soviétique pour aller boire un coup au bistrot. C'est terrifiant, mais je pense qu'on est entré dans un système à la chinoise. D'ailleurs, c'est les Chinois qui ont lancé ça tout de suite. Tout le monde est tombé dans le piège des séquestrations diverses et variées sous prétexte de virus, de pandémie. Et là, moi, je suis extrêmement inquiet, effectivement. Vous ne charriez pas un petit peu ? Non, je ne charrie pas. On n'est pas en Chine. Personne ne va en prison pour son opinion politique. Les gens ne disparaissent pas et réapparaissent pas 15 jours après. C'est toujours, effectivement, j'entends cet argument. On dit, voilà, tu exagères, on est en dictature. Le problème, c'est qu'on disait que Franco était un dictateur, mais on disait que Staline aussi. Effectivement, lorsqu'on compare, on n'est pas en Corée du Nord. Mais où est la démocratie lorsqu'on vous demande vos papiers pour aller boire un café au bistrot ? Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui ? Mais bientôt, sous la pression de lobbies divers et variés, des hygiénistes, je pense notamment aux gauchistes déguisés en écolos, qui vont vous dire, mais toi, tu as un taux de cholestérol trop élevé, et ben tu dois avoir un permis pour pouvoir bouffer de la viande. Voilà le régime totalitaire dans lequel on a mis un doigt dans un engrenage et je crains que cet engrenage ne soit infernal. Philippe Chevrier, vous êtes sur la même ligne ? C'est exactement ce que je pense, oui. La réflexion que j'ai, c'est que ce pass sanitaire, il est très pratique pour un gouvernement. C'est-à-dire qu'il oblige les gens à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il crée une obligation finalement, ou une interdiction, comme vous voulez, sans le dire. Et sans en assumer la responsabilité. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, il vous coince, c'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, passe sanitaire. Alors, je ne fais pas la vaccination obligatoire, mais si vous n'êtes pas vacciné, il vous faut un pass sanitaire, ou sinon, vous allez payer 40 € ou quelque chose comme ça pour avoir le pass. Bon, le fameux test. Ça, c'est un système qui vient d'être inventé, en fait. Et je crains, effectivement, qu'il ne soit décliné plus tard. Pour plein de choses. Pour d'autres sujets. Vous aurez demain le pass covoiturage. C'est déjà fait. C'est déjà vous avez pris trop l'avion cette année. Le pass écolo, le pass ceci, le pass cela. Ouais. Et vous allez petit à petit coincer complètement
la population dans un système qu'elle n'aura pas voulu, qu'on ne l'obligera pas à faire officiellement, mais en quelque sorte, elle y sera contrainte quand même. Sinon, elle fera rien. Moi, j'entends d'autres sons de cloche. Je vais rapporter ce que j'ai entendu assez récemment. C'est que des gens me disent, mais moi, finalement, j'ai jamais été aussi libre. Je peux aller au cinéma quand je veux, je vais au théâtre en montrant ses papiers. Je montre mes papiers. Oui. Mais finalement, ceux qui sont enfermés, c'est ceux qui ne se sont pas vaccinés ou qui ne font pas les tests. Et le paradoxe de cette situation, c'est que finalement, c'est ça. Tout va bien. C'est l'argument macroniste. Si vous voulez pas que je ferme les restos, si vous voulez pas que je vous interdise de vivre, vous allez montrer vos papiers. C'est la définition même du passeport intérieur soviétique. Vous êtes un bon citoyen, vous avez votre passeport intérieur, vous avez le droit de vivre. Et c'est là où vous le rapprochez avec ce qui se passe en Chine. Bien entendu. C'est-à-dire les crédits sociaux, c'est ça ? Les crédits sociaux, vous êtes un bon citoyen, vous êtes bien dans la ligne, vous avez le droit de faire ceci, de faire cela, sinon vous n'avez plus le droit. Voilà, vous avez fait 10 000 km avec votre voiture cette année, c'est fini, vous avez trop pollué, terminé, vous n'utilisez plus votre bagnole jusqu'au 31 décembre. On en est là. Francis Bergeron, vous avez dit que ça avait déjà commencé sur d'autres domaines ? Oui, moi je pense qu'on est devant un phénomène de société beaucoup plus vaste que le pass sanitaire, que le masque, que les gestes barrières. On est dans une évolution du monde, et spécialement des sociétés occidentales, qui est une évolution qui va vers une restriction globale sur les libertés. Auparavant, rappelez-vous, ne serait-ce que le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité. On considérait que la liberté, c'était la valeur cardinale, la valeur suprême, exactement. Et après, il y avait l'égalité, après, il y avait la fraternité. Très bien. On a vu au XXe siècle, notamment après la Seconde Guerre mondiale, on a vu que la notion d'égalité est venue prendre le pas sur la notion de liberté. C'est toute l'évolution marxiste, c'est toute ce monde pris en main par les doctrines communistes. Et donc on a vu que la liberté, elle était mise un petit peu en retrait au profit de l'égalité, ou de ce qu'ils appelaient l'égalité, parce qu'on sait très bien comment ça se passait en Europe de l'Est, et on sait bien comment ça se passe en Chine et ailleurs. Et aujourd'hui, on assiste à une troisième évolution, c'est que la notion de sécurité prend le pas sur la notion de liberté. Autrement dit, l'idéal humain, l'idéal démocratique, entre guillemets, c'est aujourd'hui un monde où la sécurité passe avant la liberté, passe avant toutes les autres valeurs. Alors, il y a... non, mais c'est mon opinion. C'est un monde absolument terrifiant. Il y a tout ce qui tourne autour de la dictature sanitaire ou du pass sanitaire, du masque, etc., où on voit que, au nom de la sécurité absolue, relative ou contestable, je ne sais pas, mais au nom de la sécurité, on va abdiquer volontairement ou par contrainte de notre liberté. Avec l'assentiment de la population. Et le dernier, et je voudrais... Juste un mot, on laisse finir Bergeron. Je voudrais juste donner d'autres exemples. Moi, ce qui me terrifie aussi, c'est tout ce qui concerne les restrictions de liberté, mais vous l'avez très légèrement évoqué au départ, c'est restrictions de liberté, par exemple, sur l'automobile, où on est en train de nous expliquer qu'en ville, il faut rouler à 30 à l'heure, que dans les campagnes, il faut rouler à 80, et que sur les autoroutes, il faudra rouler à 110. Alors qu'en termes de sécurité, ça ne sert rigoureusement à rien. Alors déjà, c'est très... si, ça sert un petit peu, mais c'est extrêmement marginal. Ça sert à rien. Si les voitures restent au garage... Ça sert à rien, surtout sur l'autoroute. Oui, mais si les voitures restent au garage... Sur 3000 morts par an, il y en a 100 sur l'autoroute, ça sert à rien. Si toutes les voitures roulent à 10 à l'heure, il y aura moins d'accidents que si elles roulent à 80 ou 110. Évidemment. Mais c'est une tendance lourde. Mais ce n'est plus la vie. C'est la vie biologique, mais ce n'est plus la vie. Ce n'est plus la vie. On ne vit plus. Ok, Charles-Henri Jamin, parce que je vous ai vu, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec tout ça. Je suis d'accord avec M. Bergeron, mais vous n'allez pas assez loin. C'est pas un problème où on nous impose la sécurité, parce qu'à la limite, la sécurité c'est positif. C'est qu'il y a une ingérence publique dans nos libertés privées. Ça va beaucoup plus loin. Et en fait, ils sont passés sous l'angle de la santé. C'est même plus la sécurité. On vous dit, on va s'occuper de votre santé, et c'est nous qui allons vous dire quand vous êtes en santé ou pas en bonne ou en mauvaise santé. Ça va beaucoup plus loin. Ça va jusque dans notre fort intérieur. Et c'est ça qui devient extrêmement liberticide. Donc je vais plus loin que vous, M. Bergeron. Je vais dans votre sens, mais encore plus loin. Et je voudrais dire deux, trois choses rapides sur le sujet. Je pense que, premièrement, cette affaire vient de très loin. Attali, depuis des années sur les plateaux, explique qu'on ne remettra pas en cause un état d'urgence qui se serait installé dans quelque état que ce soit. Ça date d'avant.
que l'état d'urgence ait été installé dans notre pays. Secondo, il y a une ambiance mondiale d'une installation d'un capitalisme de surveillance qui fait qu'on met les peuples sous contrôle, ce que vous expliquez, mais même sous contrôle, ça va beaucoup plus loin sur leur capacité d'exercice de liberté personnelle. Pourquoi ? Pour mettre les personnes, et même plus les personnes, les individus, dans une logique de profit pour ceux qui dégagent des profits pour tout ça. Et troisièmement, est-ce que ça va durer ? Je crains malheureusement, effectivement, et c'est ce que disaient les uns et les autres, je crains malheureusement qu'on soit en train de mettre dans la tête du peuple français, mais qui va se révolter, et je voudrais dire un quatrième point là-dessus après, le peuple français qui a dans la tête petit à petit cette idée que c'est l'État qui a été providence à une époque, qui désormais est un État d'ingérence, est un État de référence, qui s'impose à nous tous, et finalement on doit laisser couler. Rappelez-vous la chute du mur, Franck, rappelez-vous la chute du mur, après les nostalgiques du régime soviétique, parce que finalement, comme vous laissiez croire tout à l'heure dans les propos que vous rapportiez, les gens croyaient qu'ils étaient plus libres avant. C'est faux. La liberté, dans son exercice, a des exigences, effectivement, de faire des choix. Et si on ne veut pas faire de choix, alors vaut mieux vivre dans un régime totalitaire. Il est exact que tout cet épisode, là, depuis 2 ans, m'a fait comprendre pourquoi, parce que j'avais du mal à comprendre, moi qui m'intéresse quand même un peu à la géopolitique d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, m'a fait comprendre pourquoi, dès 1991, 92, 93, tous les anciens communistes rebaptisés socialistes étaient revenus au pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté, une servitude volontaire, comme disait la Boétie, qui fait que les pouvoirs aujourd'hui qui nous instaurent ces passeports intérieurs, etc., à mon avis, ils peuvent continuer. Il y a quelque chose il y a 1 an de ça, qui m'a interpellé. Moi, je suis en âge, malheureusement, de me souvenir de la grippe de Hong Kong de 1969. Et à l'époque, ça nous faisait rire. Dès qu'il y avait un gamin qui toussait, on disait « Oh, t'as chopé le virus chinois ». Eh bien, le commentaire... Combien de dizaines de milliers de morts ? C'était 30 000 en 2 mois en France. Voilà, c'était pareil. Je crois que c'est 70 000 au total. Mais c'est ça. Mais alors justement, il y a eu un reportage sur une chaîne publique qui était commenté par une jeune journaliste. Et le commentaire, c'est de dire quel scandale c'était du temps de Pompidou, Chaban-Delmas et consorts de n'avoir rien fait. On a mis dans la tête des gens qu'il fallait effectivement enfermer les gens, il aurait fallu le faire. Alors que on a vécu avec un virus. Je vais me faire le porte-parole d'Olivier Véran. Imaginez-moi en Olivier Véran. C'est un très méchant. Ça vous va? C'est un très méchant. Olivier Véran, je suis à l'Assemblée nationale hier, et puisque c'était hier le premier jour de débat sur ce sujet, et Olivier Véran disait, mais vous perdez la tête. Il n'y a pas de dictature, c'est juste que s'il y a un redémarrage de l'épidémie, alors qu'on est clairement en train de baisser en termes de contamination, d'hospitalisation, on a besoin d'un outil pour pouvoir contrôler ça. Et le moment du débat présidentiel en avril, vote en avril, et des législatives en juin, ne sera pas le bon moment. C'est très exactement le raisonnement d'un pouvoir totalitaire. Il demande au Parlement de lui laisser les mains libres pour claquer dans les mains et dire à partir de demain, vous allez montrer vos papiers pour aller boire un coup. Je suis désolé, c'est les pleins pouvoirs, c'est Pétain le 10 juillet 1940, excusez-moi. D'accord. Là encore, M. Véran s'appuie sur quelque chose qui exactement la même chose. Profondément dévié notre Constitution, c'est lorsque par la Charte de l'environnement qui est rentrée dans le socle constitutionnel a été introduit le principe de précaution, terrifiant, sur lequel désormais, ça, c'est pas Véran, depuis 2005, c'est Chirac. Depuis 2005, effectivement, depuis ce temps-là, petit à petit, dans l'opinion, dans l'état d'esprit général, ambiant, dans le débat public, s'est instaurée l'idée qu'il faut légiférer par précaution et non pas légiférer sur du droit. Alors, sécuritaire dans la liberté. Je vais rajouter une brique dans mon rôle Là, je quitte la casquette Olivier Véran et je vais prendre celle de Jean-Michel Blanquer. Et on voit que le masque est en train d'être abandonné dans pas mal d'écoles, puisque dans les départements où le taux d'incidence est le plus bas, les élèves enlèvent le masque. Est-ce que ça prouverait pas, au contraire, qu'après avoir pris des mesures très coercitives, le pouvoir serait en train de réouvrir? Mais il fait semblant. Il fait semblant parce que les jeunes, de toute façon, ne sont pas attaqués par le Covid, donc d'une manière générale. Donc en fait, on n'aurait jamais dû leur mettre le masque. C'est ridicule. Donc maintenant, on fait semblant d'ouvrir les choses en disant pour les enfants, on va enlever le masque. Mais c'est se foutre du monde. Vous imaginez les gamins qui sont nés non pas en 2020, mais en 2017-2018, qui ont commencé à découvrir le monde vers 2020,
Ils voient des adultes, ils voient tout le monde avec des masques. Oui. Ils vont finir par croire toute leur vie que c'est comme ça qu'il faut être. Oui. Enfin, je ne sais pas dans quel monde nous sommes rentrés. Et puis, moi, je reviens sur ce que je dis toujours depuis 2 ans, c'est que je suis stupéfait de la docilité des gens. Des parents, mais de la population française en général. Comment on est si docile face à ce qui se passe, mais qui est terrifiant. Mais est-ce que, pardon, Tariq Dali, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire le match alors que finalement, dans de nombreux pays, la pandémie continue. Entre les États-Unis, la Russie, le Brésil, on est en train de découvrir que c'est des centaines de milliers de morts. Oui. Alors moi, je ne suis beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y a un médecin. Moi, je laisserai volontiers la parole si quelqu'un a fait des études de médecine ici. Moi, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai entendu plusieurs professeurs qui disent qu'il n'y a pas plus de 2e, 3e ou 4e vague. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enfermé les gens, qu'on a empêché le virus de circuler pendant la première vague et que les premières vagues, ce sont des premières vagues qui se... En Nouvelle-Calédonie, voilà, je prends un exemple. Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas un seul cas de virus chinois il y a encore 3 mois. Oui. Premier cas, qu'est-ce qu'on décide ? On décide de tout fermer. Il y a un cas. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais eu, et c'est le virus, on a décidé d'enfermer les gens, et quand le virus est arrivé, on les a tous enfermés. Mais c'était la première vague, c'est pas la 4e. Enfin, la c'est théorie, ça que ça veut dire. Ça a été... J'en sais rien, moi, je ne suis pas médecin. En Nouvelle-Zélande, donc à proximité... la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont pires que nous, je vous l'accorde. On va dire sur une carte, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie sont proches, c'est dans la même aire géographique. La Nouvelle-Zélande a eu longtemps une politique de zéro virus. Dès qu'il y avait quelqu'un... qui rentrait, qui était malade, on enfermait tout le monde. Et ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas. Oui. Voilà. Maintenant, et donc il y aura des 5e, des 6e, des 10e vagues. Parce que les gens. C'est vous qui refaites le match. Il n'y a pas d'immunité collective. C'est vous qui refaites le match. Pourquoi donc ? Regardez devant. Je pense qu'il serait temps de faire appel à la responsabilité des Français. Je veux dire, on est des grands garçons, des grandes filles. Il serait peut-être temps que nos gouvernants comprennent que le peuple, d'où ils détiennent quand même le pouvoir, qu'ils se souviennent d'où ils viennent, tous ces braves gens. Eh bien, ce même peuple a la capacité lui-même à réagir face à ce type de ce que vous appelez la pandémie. Mais alors dans ces cas-là, je vous donne un exemple. Dans les pays où le paludisme frappe beaucoup plus fort sur le plan de la mortalité, est-ce qu'il faut enfermer tout le monde ? Pourquoi ne le fait-on pas ? Très juste. Eh ben voilà. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a bien un problème. Alors, vous me mettez en cause, vous allez me mettre dans une position où je vais me défendre, mais peu importe, je suis assez à l'aise avec ça. Peut-être tout simplement parce que, et on en a parlé à plusieurs reprises avec des invités ici, c'est que dans les pays occidentaux, il y a très peu d'incidence de maladies contagieuses et qu'on est passé dans une ère où on a très peur de la mort. Et que, c'est parfaitement exact. Culturellement, ayant peur de la mort, tout le monde a voulu se protéger. A voulu être un mort vivant en étant enfermé, ne pas vivre. C'est des morts vivants. Et la réponse à la crainte de la mort, elle doit être légale et réglementaire ? Je ne crois pas. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'on fait des morts vivants, des gens enfermés, des vieux. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on a fait aux personnes les plus âgées ? Qu'on a interdit de visite, qu'on a interdit... C'est terrifiant, ce monde. Je vais faire avancer le débat, mais peut-être un petit point, parce que depuis plusieurs années que j'anime ce débat, depuis plusieurs mois, voire maintenant ça commence à faire, que l'on parle du Covid, c'est la première fois que j'ai affaire à 4 interlocuteurs qui sont aussi unanimement à dire c'est une forme de dictature qui s'installe. C'est clair. Bien. Vous êtes d'accord ? Vous m'accorderez que je l'ai toujours dit. Oui, peut-être que je ne l'ai jamais entendu de manière aussi forte et dramatique. Eh bien pourtant, il me semble que dans la campagne présidentielle qui s'annonce, ce n'est pas le thème que l'on voit apparaître. Exact. Je me trompe ? Parce que Chevrier. C'est pas exactement une dictature, c'est une manipulation des masses. C'est plus subtil. C'est un totalitarisme. C'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est pas des obligations ou des interdictions, c'est pour faire quelque chose, vous avez besoin d'autre chose. Et donc, et en tant qu'État, je ne prends pas la responsabilité de vous interdire ou de vous obliger de vous vacciner. Voilà. Donc c'est très subtil. Et c'est pour ça que que c'est très habile et que ça va perdurer et que ça va probablement s'étendre à d'autres sujets parce que c'est génial.
pour un gouvernement, c'est absolument génial. Vous faites ce que vous voulez avec ce système du pass. Vous allez obliger les gens à faire ceci, cela, etc. Dans des domaines que vous aurez choisi. Et elle est pistée 24 heures sur 24. Et elle est pistée 24 heures sur 24 pour un oui, pour un non. Enfin, chaque fois qu'il a envie de faire passer quelque chose, je vous dis, voilà, vous allez avoir un lobby quelconque. Vous avez parfaitement raison. Surtout que ce sera numérisé. Voilà. Très rapidement, numérisé. C'est Big Brother. Absolument. C'est Big Brother. Non, c'est Big Brother. Charles-Henri Jamin. Je vais répondre à votre question. La présidentielle. Je réponds à votre question sur la dictature. Pour une raison simple, c'est que effectivement, l'opinion aujourd'hui n'est plus en situation de répondre à ce type de débat de façon rassemblée. Or, quand on va à la présidentielle, je crois comprendre qu'on cherche plutôt à rassembler, si on veut gagner, ne pas faire une candidature de témoignage. Et donc, forcément, c'est devenu un sujet qui ne permet plus aux candidats majeurs de se positionner dessus pour être en situation de gagner. Je dirais d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle on a instauré le passeport intérieur. C'est-à-dire que si on avait encore continué à fermer les restaurants et tout, là, ça aurait vraiment gueulé et qu'on aurait parlé de ça. Maintenant, le passeport intérieur, vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui disent « j'ai jamais été aussi libre ». Ah oui, ils montrent leur papier, mais enfin bon, voilà. C'est aussi la raison. Okay. Bon, pour conclure, Francis Moi, je dirais qu'il y a une dictature. Oui, il y a une dictature, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une dictature. La dictature, c'est pas forcément mauvais. Lorsqu'elle répond à une situation d'exception et lorsqu'elle est limitée dans le temps. C'est l'acception romaine. Oui, mais... pour l'instant, la dimension dans le temps, c'était 15 novembre, passe sanitaire et urgence et état d'urgence sanitaire. Et c'est là où les choses choses commencent à devenir très embêtantes. C'est que nous sommes passés d'une situation où il y avait des circonstances très exceptionnelles qui pouvaient justifier peut-être, en tout cas c'était controversé, mais voilà. On peut imaginer que c'était des solutions, faute d'en connaître d'autres, devant cette situation nouvelle. Et on est en train aujourd'hui d'évoluer vers une espèce de mithridatisation de la pensée, où les gens se sont habitués par petites doses à ce que leur vie personnelle, je dirais leur intimité soit contrôlée effectivement par l'État à travers des directives changeantes, des directives qui s'aggravent, qui reculent sur certains points. Et on est tous à regarder notre télévision ou nos réseaux sociaux pour savoir comment on sera traité la semaine prochaine. Aura-t-on le droit de se réunir à plus de 10, à plus de 50 ? Devra-t-on porter le masque dans telles circonstances ? Nos enfants devront-ils porter le masque en fonction de leur âge, Et ça, c'est quelque chose qui est effrayant. C'est un mouvement qui s'aggrave, qui s'approfondit, je dirais. Et je crois qu'on a là quelque chose d'affolant. Et moi, personnellement, je ne suis pas prêt à renoncer à mes libertés au nom d'une supposée sécurité ou d'une meilleure sécurité. Voilà. Et je pense que ça, c'est essentiel dans le débat. On va en rester là-dessus. Moi, je vais rester sur le terme mithridatisation de la vie publique. Alors là, je ne l'avais pas vu venir. Excellent. Je trouve que ce terme est magnifique et je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes pour le deuxième sujet. Rebonjour, sujet numéro 2, l'état des lieux à gauche. Alors l'état des lieux, je ne sais pas s'il y a vraiment un état des lieux à faire. Disons qu'il y a un bilan d'une gauche qui est subclaquante, en gros, en additionnant tout le monde à 29% des voix, des intentions de vote à ce stade, à 6 mois de la présidentielle. Pour autant, c'est quand même une des forces majeures de ce pays et je voulais vous entendre là-dessus et je vais céder la parole à Monsieur Jamin. Oui, en fait, si vous me permettez, cette question, je vais la diviser en deux interprétations possibles. Oui. Est-ce qu'on parle des personnalités qui sont censées porter les idées de gauche ou est-ce qu'on parle des idées de gauche ? Moi, ma réponse est simple, si c'est les idées de gauche, elles seront au deuxième tour de la présidentielle. Pourquoi ? Parce que dans les 29% que vous venez d'évoquer, vous ne comptez pas M. Macron.
ou alors j'ai mal calculé. Non, vous avez raison. Exactement. C'est l'État, c'est une addition un peu claudicante de Mélenchon 11, voilà. Oui, c'est ça. Oui, alors donc j'ai bien compris. Hidalgo à 5, elle n'est pas, non, elle n'est pas claudicante, et elle est surtout conforme à ce que un certain nombre de médias, mais pas ici, bien sûr, un certain nombre de médias et un certain nombre de sondeurs nous imposent petit à petit dans l'idée depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est que M. Macron n'est pas un homme de gauche, alors que M. Macron est un homme de gauche. Et il l'a prouvé ces 2 dernières années. Absolument. Il a fait croire au début de son mandat qu'il prenait un certain nombre de mesures qui laissaient à penser que c'était un ultralibéral, etc. Ce qui est d'ailleurs vrai sur le plan sociétal. Mais depuis, c'est largement rattrapé. On évoquait les questions de la santé. On ne va pas revenir dessus, mais il est très clair qu'il a considéré que la santé publique devait prendre le pas, en termes de bonne santé, sur votre santé personnelle et ce que vous considérez être votre bonne santé. Si ce n'est pas être de gauche, il faut qu'on m'explique ce que c'est. Et donc il a pris, regardez sur la question du pass sanitaire, identique. Il prend des mesures qui sont des mesures coercitives sur nos libertés, parce qu'il considère que c'est à l'État de nous dire comment on doit se comporter, où on doit marcher, ce qu'on doit manger, etc. Donc non, M. Macron, on peut aller plus loin, prendre des exemples. Donc M. Macron sera, sauf accident qui peut exister, mais pour le moment, ce qui se projette, c'est que M. Macron sera au 2e tour, donc les idées de gauche seront projetées. Et alors, derrière ces 2 choses que je voudrais dire très simples, en fait, derrière les idées de gauche, je préférais qu'on dise les idées progressistes. Parce que si c'est ça, aujourd'hui, elles sont sûres, parce que d'abord, elles sont au pouvoir. Vous voulez dire, plutôt que de parler d'idées de gauche, je préfère qu'on dise les idées progressistes. Progressistes, oui. D'accord. Il parle d'or, ce monsieur. Okay. Parce que les idées progressistes, pourquoi ? Parce que d'abord, M. Macron est porteur du progressisme, et qui sera probablement au 2e tour. Et s'il lui n'y est pas, une bonne partie de son opposition est déjà vérolée par ces idées progressistes. Progressistes versus conservatrices. Exactement. Donc la vraie question que je voudrais poser derrière celle que vous nous avez posée, c'est est-ce que nous serons capables de faire en sorte que les idées conservatrices soient au 2e tour de la présidentielle ? Alors je vais apporter un élément vous allez voir, j'aime bien rajouter des bûches dans le feu pour que ça crépite. Quand on demande aux gens de se classer, 13% des Français disent « je suis à gauche ». Si vous avez raison, Macron ne devrait pas être au 2e tour. Oui. Quand on continue à poser la question, 32% des Français disent « je suis au centre ». Et 39% disent « je suis à droite ». Est-ce que ce simple chiffre, il ne contredit pas ce que vous venez de me dire sur Macron ? Non, parce qu'on passe notre temps à faire croire que Macron, parce qu'il a toujours dit qu'il n'était ni de droite ni de gauche, qu'il était centriste. Oui. Donc évidemment, ceux qui se reconnaissent chez Macron disent, vous leur posez la question, il dit « je suis centriste ». Pour moi, je vais prendre une image. Lorsqu'on a vu l'émergence d'Éric Zemmour, parce qu'on n'a pas encore parlé de Zemmour, c'est marrant. L'émergence. C'est pas à chaque fois non plus. Je compte sur vous. L'émergence d'Éric Zemmour. Lorsqu'on me pose la question, j'ai dit il va piquer des voix à tout le monde, sauf à la gauche Terra Nova. C'est-à-dire qui j'appelle la gauche Terra Nova, moi j'appelle ça l'extrême gauche Terra Nova, c'est Jadot et c'est Macron. Oui. C'est-à-dire, c'est l'acception sociétale, c'est les minorités, tout ce que vous voulez. Rajoutez-y Hidalgo, et Hidalgo qui va se retirer probablement pour Jadot, qui sera beaucoup plus dangereux qu'on ne croit. Voilà, donc si vous voulez, je suis désolé Franck, mais je trouve que vous comptez mal. Les 29% de gauche, il faut additionner Macron, qui est une extrême gauche. C'est l'extrême gauche théorisée par Terra Nova, c'est-à-dire le peuple, on s'en fout. C'est les élites, je dirais que ce sont des Saint-Simoniens nihilistes qui sont au pouvoir. Pour moi, ce sont... Voilà, donc Macron... Donc effectivement, ceux qui se reconnaissent dans Macron se disent centristes. Mais attention, il y a quand même derrière une extrême gauche idéologue. C'est le Parti démocrate américain, c'est Kamala Harris, c'est des gens comme ça. D'accord. Allez, Chevrier ? Oui, enfin, moi je ne suis pas convaincu qu'il soit vraiment de gauche, quoi. Parce que vous avez une acception économique de cette notion de droite et de gauche. Je le confesse. Voilà. Nous sommes des libéraux, donc on est de droite. Et voilà. Donc effectivement, économiquement, il est plutôt libéral. Mais enfin, on va le laisser dire un mot. Vous voulez bien je ne suis pas sûr. Excusez-moi, petit camarade. Excusez-moi. Il a quoi ? Il a 10 secondes pour parler, Chevrier ? Excusez-moi. Un peu plus ? Allez-y, Philippe.
je ne suis pas sûr qu'en tant que cadre supérieur de la banque Rothschild, il devait clamer haut et fort qu'il était de gauche. Je ne pense pas. Connaissant un peu ces gens-là, je ne pense pas. Franchement, sur le plan économique et financier. C'était pas de gauche alors ? Progressiste. On avait dit 10 secondes. On avait dit 10 secondes. C'est déjà trop. Mais ça dépend ce que vous appelez gauche. Ça dépend ce que vous appelez gauche. Allez-y, Sans terrible. Vous laissez pas faire. Donc, moi, je pense qu'il est un peu des deux, et ça dépend des sujets. Il est un peu à droite et un peu à gauche. Et oui, et c'est ce qu'il dit, et c'est comme ça qu'il se présente. Et moi, je ne crois pas que ce soit complètement faux. Il est totalement schizophrène, à mon avis, et bon, il n'a pas choisi son camp, et il est opportuniste. On a vu sa campagne, il a dit des choses qui faisaient... Les grandes idées de gauche. C'est moi qui aligne le débat. C'est vrai que j'en suis à 15 secondes. Je vais faire avancer un petit peu le truc. Les grandes idées de gauche, Philippe Chevrier, les grandes idées de gauche, c'est quoi ? C'est le partage, c'est plus d'égalité. C'est générosité. C'était peut-être. La générosité. Oui. L'ouverture, la tolérance. Ces grandes idées-là, elles n'ont plus cours. La population française n'y croit plus. Si, ça existe toujours, ça. Oui. Mais le problème, c'est que maintenant, vous avez plusieurs gauches. Et des gauches qui sont, à mon avis, irréconciliables. Vous avez cette gauche dont vous parlez à l'instant, qui est de la gauche traditionnelle, républicaine, etc., qui a été au pouvoir, le Parti socialiste, etc., qui perdure d'une certaine manière, mais qui pèse quoi ? 5-6%, là, aujourd'hui. C'est Hidalgo, oui. Bon. Et puis, vous avez une gauche, une islamo-gauchiste, qui, maintenant, ayant compris qu'il n'y avait plus assez d'ouvriers en France pour constituer quelque chose d'important autour, eh ben, se sont orientés vers ces populations immigrées et font ami-ami avec l'islam, quoi. C'est la théorie de Terra Nova. Et voilà. Et donc cette deuxième gauche. Et puis vous en avez une troisième qui est écolo-gauchiste. Et celle-là contre la croissance pour revenir en arrière, etc. Et économiser de l'énergie au maximum. Et donc là, vous parlez des trois gauches qui sont irréconciliables ? Absolument, elles sont irréconciliables. Et c'est pour ça que, pour répondre à votre question, moi je ne pense pas que ce soit la mort cérébrale, mais ils sont dans un coma léger pour l'instant, et je pense qu'ils auront du mal à en sortir. Et à court terme, je ne les vois pas en sortir. À court terme, et pourront plus se parler. Parce que là, si tu n'es pas Macron à gauche. Francis Bergeron. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce diagnostic. D'abord, on a, dans la gauche, historiquement, on a une capacité d'union absurde, souvent absurde, mais ils ont un rapport à la politique qui est un rapport d'abord de pouvoir, donc prendre le pouvoir est le moyen de faire passer ses idées, alors que à droite, on est plutôt sur la recherche de l'homme fort, on est sur la recherche de thèmes consensuels, plus ou moins. Là, on a des gens qui disent que s'ils arrivent à prendre le pouvoir, tous, c'est-à-dire les écologistes, Montebourg, Hidalgo, Mélenchon, etc., s'ils arrivent à prendre le pouvoir, ils feront passer tous un petit peu ou beaucoup de leurs idées. Donc ça, c'est un premier point. Ils ont une culture de l'union, ils ont une culture de cette nature. Mais vous la constatez actuelle ? Eh bien, on l'a constaté au municipal. On l'a constaté au municipal. Grenoble, Strasbourg, Rouen, Bordeaux, Marseille. Lyon, Marseille. Des gens qui n'ont rien de commun, si on prend votre analyse, qui sur ce plan-là n'est pas fausse, n'empêche qu'ils se sont retrouvés très peu de temps avant les municipales pour faire liste commune, et ils ont gagné. Ils ont emporté la plupart des grandes villes de France. Donc il ne faut pas avoir une vision basée uniquement sur le score des sondages des 4, 5, 6, 7, 8 leaders de la gauche et de l'extrême gauche. Il faut voir qu'ils sont capables de faire ça, alors que nous, on n'est pas capable de le faire. Enfin, nous, ou la droite n'est pas capable de le faire. Elle n'est pas capable de le faire parce que, d'abord, elle repose sur le culte de l'homme fort, Chirac, De Gaulle, tout ce que vous voulez.
Or, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'hommes forts comme ça qui émergent, à part dans la droite hors les murs, mais dans la droite de gestion de gouvernement, il n'y a pas de gens comme ça qui émergent. Donc ils sont tous à peu près au même niveau. Ils ont tous des égos démesurés, que ce soit Pécresse et les autres. Ils ont tous ces égos-là. Vous ne pensez pas que quand on parle d'égo, Mélenchon est l'incarnation du grand égo? Oui, mais il sera peut-être capable de renoncer, si vraiment il s'effondre dans les sondages, etc., lui sera peut-être capable de renoncer et de faire un programme commun bâclé à 1 mois ou 2 du premier tour, enfin avant, dans les échéances possibles, alors que de l'autre côté, c'est je suis déjà convaincu qu'Hidalgo va renoncer. Il y a un paradoxe dans cette histoire. Il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est qu'a priori, le ticket d'entrée au 2e tour n'a jamais été aussi bas. C'est-à-dire qu'aux dernières présidentielles, à la dernière présidentielle, c'était aux alentours de 20%, et on a bien vu qu'il y en avait 3 qui auraient pu passer, Mélenchon, Fillon et les 2 autres. Et voilà, donc c'est pas passé très loin. Donc le paradoxe, c'est que si la gauche allait dans votre sens, Francis Bergeron, le ticket d'entrée étant peut-être aux alentours de 16%, comme en 2002. Elle pourrait peut-être y arriver. C'est pour ça que je suis convaincu. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Yannick Jadot risquait d'être plus dangereux qu'on ne croit, parce que Hidalgo étant au fond du trou, il n'est pas exclu qu'elle renonce au dernier moment. Mais vous pensez, non, je pense comme pas. Francis Bergeron, qu'il y a un moment où tout le monde pourrait s'aligner derrière Jadot? Il y a plus de chances. Le risque existe. Oui, plus de chances à gauche qu'à droite, je dirais. Voilà, plus exactement. De chances à gauche qu'à droite. Charles-Henri Jamin. J'entends très bien ce que vous dites, je suis d'accord avec ça. Il y a une culture de la synthèse à gauche que nous n'avons pas à droite. Oui. Secondo, la gauche a une avance sur la droite, c'est qu'elle a globalement reformaté, si je puis dire, reformalisé sa pensée. Alors elle est éclatée, parce qu'il y a des querelles d'égo de ceci, cela, très bien. Mais vous l'avez très bien expliqué au municipal. Ils sont capables, du jour au lendemain, de se réaligner ensemble sur un espèce de programme commun, comme ça, en s'asseyant d'ailleurs sur des disparités, regardez, régionales, lorsqu'ils ont... la CGT et les écologistes. Tous ensemble se sont mis ensemble. C'est parce qu'il fallait dézinguer. Mais donc ils sont capables de ça parce qu'ils ont aujourd'hui, et c'est là la force des écologistes, je pense que c'est un des grands mots que nous sommes en train de subir, c'est que les écologistes, depuis des dizaines d'années, ont réussi à instiller, je suis un peu monomaniaque, ils ont réussi à instiller dans cette société, sous couvert d'écologisme, en fait, une vision totalement progressiste de la société. C'est le passeport sanitaire, c'est tout. Et donc, tout ça est en train de s'installer, et il s'agrège. Regardez Anne Hidalgo. Enfin, vous êtes sûr qu'elle est au Parti Socialiste? Moi, parfois, Non, je demande. Elle ne l'était pas au début de sa campagne. Elle est en train de retourner... Elle pourrait être chez les écolos. Ce serait pareil. C'est cul et chemise, tout ça. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Hidalgo, Jadot, c'est la même chose. Alors qu'à droite, c'est sans doute le grand rendez-vous de cette présidentielle pour la droite, j'utilise ce terme, moi, ce que j'appelle les conservateurs. Est-ce qu'ils vont réussir à installer une pensée de droite avec une offre politique de droite conservatrice qui permettra à ce moment-là de rassembler tous ceux que vous disiez tout à l'heure dans votre calcul clopinant, là, je ne sais plus comment vous avez dit, clopinant, qui en fait est majoritaire dans ce pays. Mais ils n'ont pas l'offre politique qui est encore structurée, parce que, effectivement, pour les raisons que vous avez dites, le culte de l'homme fort, il va falloir qu'on arrête à un moment donné de raisonner qu'à ça, sauf que maintenant le temps est trop court, d'où d'ailleurs entre nous la réussite de M. Zemmour que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais est-ce que Zemmour, il n'incarne pas l'homme fort? M. Zemmour, pour l'instant, M. Zemmour incarne... Attendez, je vais vous dire. Non, pas du tout. M. Zemmour incarne pour le moment celui qui dit ce que les Français vivent. Oui. C'est tout. C'est la première étape. C'est pour ça que pour l'instant ça marche. Est-ce que ça continuera? Ça, je ne suis pas un Et là, aujourd'hui, quand même, il y a c'est celui qui dit... Lorsque Mme Hidalgo vous parle, je ne sais pas quoi, des vélos, de limiter à 30 à l'heure Paris, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que Mme Michu, qui habite à Saint-Patacoufin, s'intéresse de ce genre de sujet? Mais vous l'avez dit tout à l'heure, le chiffre, je ne sais plus comment il a dit tout à l'heure, le calcul, je ne sais pas comment là. Clopinant. Mais ce qui est intéressant quand même dans ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la droite, la vraie droite, celle qu'on appelle la droite hors les murs, est entre 35 et 40% si on additionne tout le monde. Vous voulez dire, vous additionnez qui du coup pour... Eh bien, Zemmour, Le Pen, Asselineau, Dupont et Lassalle. Et oui, Dupont et Lassalle. Oui, Dupont et Aignan et Lassalle. Voilà, ça fait entre 35 et 40, c'est énorme.
C'est ce qui semblerait indiquer une victoire prochaine. Sans oublier les abstentionnistes. Sans oublier, je pense aussi que Zemmour fait voter des gens qui n'avaient pas l'intention de voter. Des gens, c'est fait s'exprimer dans les sondages des gens qui n'avaient pas l'intention de s'exprimer. Parce que pour l'instant, il dit des choses qui résonnent dans le quotidien des Français. Et puis il a théorisé. Contrairement aux autres. Il a remarquablement théorisé ça. Il a dit il faut faire du Trump, c'est-à-dire il faut allier la droite gilet jaune, Le Pen, et la droite manif pour tous, Fillon. Voilà, c'est ça. Hein. D'accord. On va juste resynthétiser sur la gauche. Est-ce que vous pensez que la gauche peut arriver à ce fameux ticket à 16% ? Et qu'est-ce qui ferait qu'elle serait capable de s'aligner derrière un leader ? Est-ce que ce leader pourrait être Mélenchon ? Est-ce que ce leader pourrait être Jadot ? Je crois que c'est Jadot. S'il y en a un, ça sera Jadot. C'est Jadot qui a imposé ses idées. C'est-à-dire que on présente les écolos comme ce sont des gauchistes. Mais le problème, c'est qu'ils ont infusé dans la société. Les enfants, on les pique à l'école, etc. Le climat, le machin, etc. Les éoliennes partout. Les éoliennes partout. Le climat, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de climat ? Je n'ai pas entendu encore personne. D'ailleurs, j'attends qu'il y ait quelqu'un qui dise arrêtez de nous emmerder avec le climat. La France est le pays le plus propre du monde. Donc, lisez les bonnes tribunes, monsieur. Lisez les bonnes tribunes. Non, mais je sais bien. En termes d'émissions de carbone, quand vous dites la France, c'est le pays. Lorsque les Chinois, les Russes, sauf les Américains. Le Américains. changement climatique, tout le monde le subit. Que soit très grand émetteur comme la Chine et les États-Unis, ou faiblement émetteur comme la France. Il faut peut-être la génération 68arde pour croire que l'homme est capable de changer le climat en 20 ans et changer la température. Enfin bon, ça c'est un avis qui n'engage que moi. Mais enfin ça c'est... Bon. Ok, voilà, je n'en dirai pas plus. Ok, L'échec futur de la gauche, c'est Mélenchon. Mélenchon, il l'a déjà prouvé qu'il ne ferait pas l'alliance. Je suis d'accord avec le fait que historiquement, il y a une culture de l'alliance à gauche. Synthétisé par François Mitterrand. Mais Mélenchon a cassé ça. Mélenchon a cassé ça. Il a dit et redit et répété. Et d'ailleurs, à la dernière élection présidentielle, ça a été le cas avec le Parti socialiste. Il a refusé une alliance avec eux. Et il va recommencer. Et il le dit qu'il recommencera. Donc il fera échouer cette alliance, c'est sûr et certain. Je suis d'accord qu'entre Jadot, entre la candidate du Parti socialiste, etc., ça on peut faire une alliance. Non, on ne parle pas d'une victoire de la gauche, on parle d'une la présence au second tour. D'une présence au second tour. Oui. Ni les uns ni les autres ne peuvent. Non, vous n'y croyez pas. Moi, je rejoins ce qu'a dit Franck Tanguy, c'est que le seuil d'accession au second tour a été fortement abaissé. Et donc, on ne peut pas exclure, contrairement à la rumeur publique, on ne peut pas exclure qu'au second tour, ce soit un Jadot ou même un Mélenchon. Oui, parce qu'il y a une sorte de vote utile qui se déclenche à gauche. Oui. On ne peut pas l'exclure. On ne peut pas l'exclure, même s'il est relativement improbable aujourd'hui. Si vous le tournez comme ça, je suis d'accord. On ne peut pas exclure, évidemment. Mais penser que c'est probable, je ne suis pas d'accord. Ce qui est pour l'instant, c'est que dans les sondages, pour l'instant, le premier à gauche, c'est Mélenchon. C'est ça. Mais imaginons qu'Hidalgo se retire derrière Jadot. Jadot va passer devant. Et Mélenchon c'est un scénario crédible. Mélenchon va peut-être refuser. C'est un scénario crédible. Allez, et l'autre point, c'est que sur l'autre question, c'était est-ce qu'il y a une mort cérébrale de la gauche ? Alors là, je dis malheureusement non. Malheureusement non. On vit au contraire une résurgence de la gauche sur des valeurs entre guillemets très différentes de ce qu'on a connu autrefois, l'égalité, le stalinisme et tout ce qu'on veut. Mais le wokisme, l'intersectionnalité, les mots que l'on change, le vocabulaire que l'on change, tout ce qui concerne le sexe, enfin les hommes, les femmes, les genres, etc. On vit une révolution de gauche. Enfin, on nous impose. Une minorité impose à une majorité une révolution de gauche comme on en a rarement vu. C'est une sorte de mai 68, mais on est dans la période de mai-octobre 68, c'est-à-dire la pire période. Il y avait une tribune de Jacques Julliard dans Le Figaro il y a quelques jours, parlant des 4 plaies de la gauche. Je vous invite à aller la lire parce que Jacques Julliard, venant de la culture de la gauche, puisqu'il a dû être patron, alors je sais plus, je crois que c'est le Nouvel Obs. Patron du Nouvel Obs, en tous les cas éditorialiste au Nouvel Obs, ça c'est certain, et maintenant éditorialiste au Figaro. C'est un homme remarquable. C'était une analyse assez intéressante. Alors, Charles-Henri Jamin, vous allez avoir quelques secondes pour conclure, si vous voulez le faire. Je vais maintenir ce que j'ai dit en introduction. Les idées de gauche seront présentes avec M. Macron au deuxième tour. Et donc, la question, c'est de savoir qui il faut que les Français mettent en face pour qu'il y ait un débat alternatif, et pas qu'un débat, une prise de pouvoir alternative qui permette aux idées dites de droite, que je préfère appeler conservatrices, qui accèdent aux responsabilités dans ce pays.
Très bien. Écoutez, merci pour cette conclusion. On se retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de cette émission. À tout de suite. La justice et la confiance que vous avez ici autour de cette table, que vous avez derrière l'écran dans la justice de votre pays. Il y a actuellement une sorte de Beauvau de la justice qui vient d'être lancé par le président de la République à Poitiers. Ma question est toute simple. Est-ce que vous avez confiance dans la justice de votre pays? Et je vais me tourner vers quelqu'un qui connaît bien le sujet. C'est Francis Bergeron. Francis. Oui, alors... j'ai confiance dans la justice de mon pays quand il s'agit de juger au tribunal d'instance ou de grande instance, même de conflits de voisinage, de problèmes de cette nature, de problèmes du quotidien. J'ai confiance quand il s'agit de juger à travers le tribunal de commerce ou le tribunal des prud'hommes des conflits au regard du contrat de travail ou au regard de la pérennité d'une entreprise ou d'un conflit commercial. En revanche, je n'ai absolument pas confiance. Nous n'avons, enfin en tout cas pour ce qui concerne le journal présent, nous n'avons absolument, le quotidien présent, je précise, nous n'avons absolument pas confiance dans la justice de notre pays dès qu'il y a des enjeux politiques. Et le quotidien présent a suivi un certain nombre d'affaires de justice qui démontrent parfaitement les risques que comporte le fait de se retrouver devant les tribunaux. Je pense par exemple à l'affaire Méric, que nous avons suivie de près, donc l'histoire d'une bagarre entre jeunes nationalistes révolutionnaires et Black Bloc Antifa. Dans le cours de la bagarre, les agressés font tomber un antifa Black Bloc qui se tue en heurtant le trottoir, et ce sont les agressés qui vont se retrouver en prison, condamnés à de longues années, à des peines de prison de longues années. Ce n'est absolument pas normal que l'agressé n'ait pas... Bien sûr, il y a eu une bagarre, il y a un mort, c'est affreux, mais il n'est pas normal que les agressés soient traités pire que les agresseurs, je dirais. Ça, c'est un premier cas. On sait bien que ces cas sont assez peu nombreux. Autour des homicides, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le manque de confiance dans la justice. Il y en a beaucoup. Angers, l'Alvarium, c'est l'histoire de locaux de jeunes nationalistes d'Angers, plutôt royalistes, je crois. Et ces garçons-là, il y en a un qui est en prison depuis des mois parce qu'il s'est opposé à une attaque des locaux par les gauchistes. Dans l'affaire Cassandre Fristo, on a vu cette pancarte déclarée antisémite. En fait, la moitié des noms... Là, vous faites allusion à la pancarte brandie par une enseignante récemment, il y a quelques semaines. Oui, absolument. C'est une affaire que j'ai suivie de près. J'étais au procès, j'ai regardé ce qui se passait. On a décortiqué, dans Présent, on a décortiqué la pancarte, les noms cités, etc. C'est un procès en sorcellerie. C'est un procès en sorcellerie. Dieu soit loué, il n'y a pas d'antisémitisme dans cette pancarte, mais elle est présentée par les médias comme une pancarte antisémite. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs que nous aurons la réponse du tribunal. Moi, il me semble que les Français, quand ils expriment, comme vous, le manque de confiance dans la justice, c'est, dans le dernier sondage, c'est environ 53% de la population. Mais ce dont ils parlent surtout, c'est des délais. C'est du fait, je les ai là devant moi, c'est affolant. Je vais vous les citer, je vais les lire. 6,2 mois pour avoir une première décision, on ne parle pas d'une décision définitive. 6,2 mois pour le tribunal d'instance. 5,4 mois pour le tribunal de commerce, dont vous disiez que ça fonctionnait. 9,4 mois pour la grande instance. 14,5 mois pour les prud'hommes. Et ça peut aller jusqu'à 10 ans pour aller de la première instance à la cassation. Est-ce que c'est pas de ça dont on parle ? C'est faux ce que François Fillon a été pistonné. C'est pas de ça dont on parle. C'est pas de ça dont on parle. Moi, je note, est-ce que j'ai confiance dans la justice de mon pays ? Je n'ai peut-être pas confiance dans les délais
de rendu de justice, ça c'est un autre débat. Mais en revanche, moi, je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays dès que ça concerne les aspects politiques. Parce qu'il y a une pression des médias, notamment. Il y a une pression des médias sur les juges, qu'on le veuille ou non, dès qu'il y a... et dans les affaires que j'ai citées, c'est tout à fait le cas. Dissolution de génération identitaire, c'est exactement la même situation. Il n'y a aucune raison. Ce sont des cas scandaleux. Il n'y a aucune raison. Je cède la parole à Charles-Henri Janin. Ce que dit M. Bergeron est partiellement vrai. Et ce que vous dites aussi, Franck, je vais m'expliquer. Je pense qu'en fait, les Français n'ont plus confiance. Il y a un divorce entre la justice et le français. Pourquoi ? Parce que ce qui fait les fondamentaux d'une justice, normalement, qui a autorité, ont été dévoyés. Alors, il y a la rapidité de la justice. C'est vrai, quand c'est trop long, ça ne marche pas. Deuxièmement, il y a l'idéologisation de la justice. C'est ce que vous évoquez à l'instant, qui est un vrai problème, mais qui a ses raisons, que je vais évoquer juste après. Et effectivement, il y a une confusion qui est en train d'être faite. Il y a un troisième sujet, c'est l'égalité devant la justice. Les gens ne sont plus sûrs qu'en fonction de ce que vous êtes, vous serez traité de la même façon que votre voisin qui est différent. Cette inégalité, mais ça, peut-être pour s'arrêter dessus, c'est dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. Rappelez-vous que vous soyez La Fontaine. Oui, ben voilà, c'est une vieille histoire. C'est comment fait-on en sorte que, puis régulièrement, il y a des rois, des présidents qui ont dû rappeler, les responsables politiques, qui ont dû rappeler régulièrement les magistrats au fait qu'ils devaient traiter tout le monde. Voilà. Et je pense que ça, les Français aujourd'hui, considèrent que ça n'existe plus, cette objectivité. Et ça va même plus loin. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est qu'il est considéré que les juges, et à juste titre, ont pris le pas sur le politique. On est rentré dans un gouvernement des juges. Exactement. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, alors il y a plein de raisons, mais je vais essayer de faire très court. Oui. Aujourd'hui, alors particulièrement pendant ce mandat macronien, on avait un Parlement qui vote des lois qui sont d'une imprécision telle que le juge, qui, je le rappelle, a une autorité d'interprétation de la loi. Le juge, je parle du magistrat, je parle d'un magistrat, j'espère que je ne me trompe pas, vous me le direz. Mais c'est bien la différence. Il y a celui qui est chargé de faire la loi, il y a celui qui est chargé de l'exécuter. Ça, ce sont les deux pouvoirs, législatif et exécutif. Il y a le troisième pouvoir qui est en fait une autorité du juge sur l'interprétation. Mais l'autorité du juge sur l'interprétation ne doit pas venir contrecarrer la loi. Or, aujourd'hui, elle contrecarre la loi. Et le grand problème, je donne une piste pour faire avancer les choses, je pense qu'il faut qu'on fasse une réforme en particulier sur la possibilité, non pas que la jurisprudence prenne le pas sur l'esprit de la loi, mais que le législateur puisse se nourrir d'une jurisprudence pour nourrir petit à petit la loi ou préciser ce qui doit être précisé. Mais ne pas faire en sorte qu'un jugement qui ne relève que d'un état de fait dans une situation précise devienne une généralité. En d'autres termes, la loi est normative, le jugement n'est pas normatif. Oui, mais ce que vous proposez comme solution, oui, c'est une solution qui, moi, de mon point de vue, va rendre les choses encore plus complexes. Pas du tout. Ce que veulent les Français, c'est sans doute plus de clarté et certainement beaucoup plus de rapidité, sachant que les délais de justice en France sont, par rapport à l'Allemagne, 4 ou 5 fois. Mais c'est pas qu'un problème de délai, France. C'est pas qu'un problème de délai. Mais c'est pas qu'un problème de délai. Une voiture peut aller plus vite si ça ne veut pas d'où vous venez, où vous allez, ça ne sert à rien d'aller vite. Et le problème, c'est qu'il y a une confusion des pouvoirs. Et il y a un problème aussi. Il y a un problème aussi, c'est que depuis bien trop longtemps maintenant, c'est l'inflation législative. C'est-à-dire, plus il y a de lois, moins il y a de liberté, et puis surtout, plus elles sont absconses. Et les juges en prennent à leur aise pour les interpréter à leur façon et ne pas se contenter de les interpréter, mais de la faire. Parce qu'il y a tellement de lois, des lois qui se Votre proposition, ce serait simplification des lois ? Il faut déjà arrêter l'inflation législative. Dégraisser le code civil ? Oui, parce qu'on nous donne un exemple. On nous dit toujours « Ah oui, mais bon an, mal an, on vote 150 lois nouvelles. » Le problème, c'est qu'il y a 60 ans, on votait 150 lois nouvelles. Sauf qu'en 60 ans, on n'a pas supprimé. Vous additionnez les 150 multipliés par 60 ans. C'est pas tout à fait vrai. Si, c'est à peu près ça. Chaque année, on en élimine, mais on en ajoute plus. On en ajoute 10 fois plus. Bon, ça, c'est la première chose. Puis une autre chose aussi, il y a un poncif que j'entends et dont les magistrats abusent, et surtout les médias, c'est la notion d'indépendance de la justice. Moi, l'indépendance de la justice ne me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse... Indépendance ou dépendance ? L'indépendance de la justice ne me dérange pas. Oui. Mais ce qui m'importe le plus, c'est quand même l'impartialité. Moi, des juges indépendants, c'est très bien, mais moi, je veux des juges impartiaux. Et ça, personne n'en parle. Pardon, l'indépendance des juges, elle repose sur la souveraineté du peuple. Absolument.
Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui, Mais puisqu'ils ne disons sont que plus des l'indépendance membres politiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impartialité des juges. Quand on parle de l'indépendance des juges, on pourrait le voir à l'américaine. Le juge est dépendant de ceux qui votent pour lui, puisque aux États-Unis, le juge est élu. Dans le cas précis de la France, c'est l'indépendance par rapport au pouvoir politique. Mais pourquoi ? Qui a la souveraineté ? Qui a la souveraineté ? Les élus, le juge. c'est ça. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Donc il faut que les magistrats que la magistrature revienne en lien avec le pouvoir politique. Vous êtes favorable Oui. à une tutelle des juges, Oui. mais dépendant de qui alors du coup du ministère de la Justice, du ça dépend de quel magistrat. Ça dépend de quel magistrat. Ça dépend de quelle magistrature. Il y en a deux. Ça dépend de quel magistrat. Mais il faut surtout qu'ils soient impartiaux. Voilà. Philippe Chevrier, vous êtes d'accord avec tout ça ? Le mur des cons, c'est inacceptable. Vous avez un problème à quel niveau ? Moi, je crois que la justice est relativement bien organisée en France, quand même, de ce point de vue. Parce que vous avez le parquet, donc, qui dépend effectivement du pouvoir politique, et qui donc accuse la personne qui est le parquet, c'est le procureur pour et faire puis, ça. voilà. Et puis, vous avez le juge du siège. Et lui, ce serait mieux qu'il soit impartial. Exactement. Mais on ne parle jamais de l'impartialité. Mais attendez. Ouais. Mais il ne faut pas rêver. Il y a toujours eu des juges de droite et des juges de gauche. Le problème, c'est quand le nombre est trop important d'un côté et pas assez de l'autre. Alors, c'est vrai qu'on constate qu'aujourd'hui, les juges, ils sont plutôt de gauche, quoi. Voilà. Alors, c'est le premier problème. Et en plus, ils sont syndiqués. Et ils sont syndiqués. Enfin, le mur des cons, tout le monde a vu, quoi. Oui, mais est-ce que on n'a pas pris le tout petit morceau pour la totalité ? Peut-être, mais je termine si vous voulez. C'est que c'est pas le seul problème. L'autre problème, c'est que notre justice dépend de la justice européenne. Et ça, c'est un truc que, justement, Zemmour, d'ailleurs, c'est son cheval de bataille. C'est là-dessus qu'il va attaquer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, politiquement, en France, on ne peut rien faire, puisque la justice va en permanence se référer à la justice européenne, qui, comme on le sait, est plutôt de tendance, on va dire, progressiste. Pour être gentil. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Donc tant qu'on n'aura pas coupé ou affirmé que la justice française est supérieure à la justice européenne, ou en tout cas qu'elle n'en dépend pas, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Et on aura des problèmes sur l'immigration, et on aura des tas de problèmes sur l'application des peines. Si vous permettez, je vais rebondir là-dessus. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas à l'aise avec ça, mais moi je ne suis pas à l'aise avec ce que vous venez de dire. Moi qui ai des juges de gauche, des juges de droite, c'est des citoyens comme les autres. C'est la vie. En revanche, quand ils arrivent au prétoire, je suis désolé, ils doivent mettre leurs convictions au vestiaire. C'est ça que j'appelle un juge impartial. Oui. Et comme les journalistes. Comme les journalistes. Sauf qu'il ne faut pas rêver. C'est pas la même chose. Comme les journalistes. Si les journalistes sont effectivement dans un service public de télévision, effectivement, ils ont une mission d'impartialité qu'ils ne remplissent pas du tout. Après, si c'est dans une chaîne privée de droite, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me méfie toujours des gens qui sont impartiaux ou qui se disent impartiaux, parce que c'est pas vrai. Ils peuvent faire un effort. C'est juste pas vrai. Et ils ne le font pas du tout. Est-ce que vous savez que lorsqu'il y a un problème sur un jugement et qu'on veut faire un recours ou se retourner contre le juge, c'est extrêmement compliqué. Et comment ça se passe ? On s'adresse au CSM, Conseil supérieur de la magistrature, qui est, elle, le régulateur de ces sujets-là. Oui. Il n'y a que 5% des plaintes qui remontent au CSM qui sont traitées. Il y a donc une forme d'impunité qui s'est installée dans l'opinion à l'égard des juges qui se protègent eux-mêmes. Ça c'est plus possible. Il faut arrêter ce genre de choses. Deuxièmement, je voudrais revenir sur ce que vous dites sur la question européenne. Vous avez raison, mais vous avez raison par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la jurisprudence qui a pris le pas sur les lois. C'est pour ça qu'on laisse les tribunaux supranationaux prendre le pas sur notre souveraineté par rapport à ce que devrait être la justice dans chacun des pays. Quel type de jurisprudence vous voulez dire la jurisprudence ? C'est-à-dire que la CEDH produit tout un tas comment on appelle ça, d'ordonnances, j'ai plus le terme dans la tête, du jugement, disons ça comme ça. Ouais. Des arrêts, non ? Des arrêts. C'est peut-être des arrêts, pardonnez-moi, j'ai oublié le terme. Qui se superposent, qui forment une espèce de millefeuille dans lequel un juge national peut venir tripatouiller ce qu'il a envie de tripatouiller pour justifier sa position. Ça, ce n'est plus acceptable. Ce n'est plus acceptable. C'est la loi qui doit être interprétée par le juge, pas la jurisprudence supranationale.
Je vais vous laisser conclure, Francis Bergeron. Vous avez ouvert le débat, je vais vous laisser conclure. J'ai quand même quelques questions à vous poser. Il y a donc un désamour des Français par rapport à la justice. Ils disent ils n'ont pas confiance. Ils disent à 68% qu'elle est laxiste, à 93% qu'elle est trop lente. C'est quand même ça qui ressort, hein. C'est pour ça que je parlais de ça. Et qu'à 69% qu'elle est opaque. Opaque, pour moi, ça veut dire incompréhensible. Est-ce que pour vous, il y aurait des remèdes simples, en tout cas possiblement à mettre en œuvre, pour que ces jugements des Français évoluent? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas aux affaires de la justice française. On a un ministre qui s'appelle Éric Dupond-Moretti, qui doit nous réformer tout ça pour rétablir la confiance entre les Français et leur justice. Je pense que Dupond-Moretti est très mal placé pour faire ce travail, parce que, vous le connaissez, c'est un gueulard, c'est un personnage grossier, c'est un homme de mauvaise foi, c'est quelqu'un qui fait peur, qui pratique et qui a toujours pratiqué devant les tribunaux la technique d'intimidation en tant qu'avocat. Je ne pense pas que ce soit très sain pour une bonne justice d'avoir ce genre d'approche. Et puis, c'est quelqu'un qui a ridiculisé sa fonction ministérielle. On l'a vu notamment lors des élections, des dernières élections sur la région Nord-Pas-de-Calais. C'est quelqu'un qui hystérise les relations entre juges, avocats et police. On a vu tout ça. Donc moi, je dirais que sur ce terrain-là, ça me paraît mal parti. Je ne peux pas en dire plus. Après, je ne partage pas tout à fait ce que j'ai entendu là sur la dérive des juges, disons, grosso modo. Moi, je crois que, notamment dans les affaires dont j'ai parlé, celles dont Présent a traité ces derniers mois, les affaires Cassandre-Fristo, qui étaient des affaires etc. Principalement politiques. Oui, mais c'est celle-là qui nous intéresse spécialement. Okay. Ce que nous ont dit les avocats des partis, je dirais, poursuivis, ils nous ont dit, mais ce ne sont pas les juges, c'est même pas le juge du parquet qui est le plus acharné contre nous, contre nos clients. C'est le principal juge, le principal accusateur, ce sont les médias. Et on constate le phénomène un peu inverse, c'est-à-dire que des juges vont prendre des décisions, notamment les juges des libertés d'ailleurs, vont prendre des décisions non pas en droit, non pas en fonction d'une jurisprudence constante, mais en fonction de l'impact médiatique de ces affaires, notamment pour la presse de province. À partir du moment où la presse de province, qui repose, la presse de province, vous le savez, il n'y a qu'un seul quotidien par région, grosso modo, et tous ces quotidiens-là, qui ont été, je dirais, captés en 1945 dans les circonstances qu'on connaît, sont assez monolithiques sur le plan idéologique. Centre-gauche ou socialiste, grosso modo, à quelques exceptions près. Eh bien, ce sont ces quotidiens, ce sont ces médias, c'est France 3 régions, etc., c'est-à-dire les télés d'État, les radios d'État, qui dictent aux juges, en quelque sorte, la position à prendre. Et si j'en reviens au cas de Cassandre-Fristo, la pancarte est antisémite parce que la presse l'a dit, et donc si la presse l'a dit, pour éviter le scandale, pour éviter des troubles, pour je dirais, l'apaisement des esprits, il faut condamner Cassandre-Fristo. C'est ça le schéma que l'on vit aujourd'hui. Et pour terminer, je terminerai juste par une citation que je vous... On n'en avait pas eu aujourd'hui. Donc que je voudrais vous livrer. Cette citation, elle mérite d'être méditée. La justice, c'est une administration à laquelle on a donné le nom d'une vertu. C'est-à-dire que ce n'est pas une vertu, la justice, c'est une administration. Et on lui a donné ce nom, le nom d'une vertu. Ça n'est rien d'autre que cela. Elle a les qualités et les défauts d'une administration. Et celui qui fait cette citation, il dit « Moi, je ne voudrais pas avoir affaire à la justice. » Et vous savez de qui elle est, bien sûr. Oh, je crois que je l'ai lu et j'ai été frappé par qui... Mais allez-y, rappelez... Dupond-Moretti, oui. Tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que c'est le ministre de la Justice qui dit « Je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays », comme vous, alors qu'il est à la tête de la justice. Et ça, c'est extrêmement grave. Et après, on s'étonne si une majorité de Français n'a pas confiance en sa justice. Ok, on va en rester là. Je vous remercie pour cette citation qui nous a bien surprise. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet. Je me demande s'il n'y aura pas un peu de Zemmour dans le débat. Il y en a eu très peu, hein, vous avez remarqué. Allez, rendez-vous dans 15 jours, portez-vous bien et à très vite donc. Au revoir.